Bienvenue dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en C++. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de tout d'abord couvrir tous les concepts importants ou essentiels pour le C++, que l'on va retrouver dans le C++, à travers un exercice. Donc, vous allez retrouver le lien de l'exercice sur le site pandacodeur.com et aujourd'hui, on va s'attaquer à la classe dentiste en C++. Donc, premièrement, ce que je vais faire, et je suppose que vous avez déjà installé l'outil qui va nous permettre de pouvoir coder en C++, qui est CodeBlock. Donc, premièrement, on va ouvrir CodeBlock. Alors, ce qu'on va faire pas à pas, c'est créer un projet. Donc, on va suivre, vous allez le faire avec moi. On va commencer par créer New Project. On va cliquer sur Console Application. On va faire clic Next. Et on va cliquer sur le langage de programmation qui est ici C++. Si nous étions en langage C, on devait cliquer le C. Donc, on va cliquer sur C++. Ensuite, le projet ici, comme on a dit, c'est dentiste. Donc, je vais mettre un comme ceci. Super. Alors là, c'est le chemin d'accès où on va créer notre répertoire, notre projet. On va cliquer sur Next. On va cliquer sur Finish. Et bien, juste à côté, on a l'arborescence de notre projet. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Le C++ utilise un pattern. Bon, le pattern qu'on va utiliser ici pour coder en C++ pour rendre le, le code plus modulaire est la DDT. Donc, l'idée, c'est que quoi? L'idée, c'est que on va séparer le fichier d'implémentation, le fichier d'entête et le fichier test dans trois fichiers différents. Donc, on va commencer par créer les différentes signatures de différentes méthodes et la déclaration va commencer à déclarer notre classe. Ensuite, on va définir le comportement de notre classe dans un fichier d'implémentation. Ensuite, on va exécuter tout cela dans un fichier test. Ne vous inquiétez pas, on va revenir encore sur ces trois concepts, sur ce pattern. Alors, comment on fait pour créer ces différents fichiers? C'est très simple. On va cliquer ici sur File. On va cliquer ici File, OK. Et premièrement, on va créer le fichier d'entête headers. Donc, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur Next. Étant donné que je veux créer ça dans le même projet, donc je vais chercher le chemin d'accès. Donc, je vais tout simplement revenir là, DFC, et cliquer sur Dentiste et ouvrir. Et je vais cliquer Enregistrer. Alors, on me demande le nom du fichier. Dans le nom du fichier, je vais l'appeler Dentiste. Comme ceci, avec grand D, D en majuscule. Je mets juste Dentiste et automatiquement, l'extension, il va positionner cela pour moi. Il va mettre l'extension pour moi. OK. Lorsque je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Finish. Et lorsque je vais cliquer sur Finish, bah, vous voyez qu'on a ceci. Donc, Dentist H include, ainsi de suite. Bien. Alors, bah, on continue. On continue, d'accord. La prochaine étape, c'est de créer le fichier d'implémentation. Le fichier d'implémentation. Donc, je vais revenir sur le fichier d'entête. La prochaine étape, c'est de créer le fichier d'implémentation. Donc, je vais partir dans Source. Bon, je peux le laisser là. Je peux toujours venir ici sur File et je clique sur Classe. OK. Bon, je vais cliquer ici, ce serait plus mieux. Là, ça va me générer directement. Donc, je vais cliquer sur C++ Source. OK. Donc, je vais cliquer sur Next. Next, OK. Et je vais toujours préciser le chemin. Le chemin, c'est toujours dans le dossier dentiste. Et mon fichier d'implémentation, je vais, OK. Je ne vais pas préciser l'extension. Je vais laisser le compilateur, je vais laisser CodeBlock le faire à ma place. Donc, je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais cliquer sur Finish et hop là, vous allez voir dans le dossier source, on a dentist.cpp. Alors, il y a plusieurs extensions. On peut trouver dentist.cxx et vous avez vu les différentes extensions que CodeBlock nous propose. Eh bien, on a créé des différents fichiers. L'idée maintenant, c'est de montrer la logique qui va s'installer dans les différents fichiers en question. Bien, après avoir déclaré, après avoir créé nos différents fichiers, le but maintenant est de donner vie à ces fichiers, c'est-à-dire taper du code.
La première chose que l'on va faire, c'est tout simplement comprendre comment s'agence ou comment fonctionne le fichier d'entête. Je vous ai dit que ici, on va bosser suivant un design pattern, un pattern, voilà, qui est la DDT, déclaration, définition, test. L'idée est de rendre le projet modulable. OK, bien. Alors, on va commencer avec le fichier dentiste.h. On va expliquer concrètement comment nous allons faire pour avoir toutes ces lignes de code. La première étape consiste à lire le projet, à lire l'exercice et pour ce faire, on va se diriger sur notre site. Une clinique veut développer un programme pour gérer ses dentistes. Chaque dentiste a des informations personnelles et professionnelles. Un dentiste est caractérisé par son nom, son âge, son expérience, son salaire. Et on a aussi nombre dentistes. Et c'est ce qu'on va essayer de représenter de façon schématique. Alors, je vais prendre mon petit calepin là et je vais essayer de représenter cela. OK. Alors, je vais représenter comme ceci. On a dit que quoi? Ça, c'est un dentiste. Un dentiste est caractérisé par son nom, qui est un string, son âge, qui est un int. Alors, je regarde encore, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par son expérience. Je vais abréger expérience, qui est un int, par son salaire, qui est un double, et par le nombre de dentistes, qui est un int. Maintenant, ce sont les attributs d'un dentiste. Ce sont les attributs de notre classe dentiste. Maintenant, il y a une chose qu'il faut connaître en C++. Les attributs, on les appelle encore les données membres. C'est un peu comme les membres de votre famille. Les données, ce sont les données de la classe. On les appelle données membres parce qu'elles appartiennent à la classe. Toutes ces informations-là. Alors, comme j'ai dit tantôt, ceci, ça représente tout simplement les données membres. OK, bien. Maintenant, dans les données membres, on a deux types de données membres, c'est-à-dire qu'on a deux types d'attributs. On a les attributs d'instance et on a les attributs de classe. Alors, comment on fait pour distinguer les deux? C'est très simple. Alors, déjà, il faut savoir c'est quoi un attribut d'instance, c'est quoi un attribut de classe. Alors, dans l'exercice, on a précisé. Donc, l'exercice a précisé ceci, que de nom à salaire, ce sont des attributs d'instance. Et le seul attribut de classe, c'est nombre dentistes. Alors, on va essayer de préciser cela aussi au niveau de notre schéma, parce que l'objectif est de comprendre vraiment comment cette classe s'entremêle. Alors, comme j'ai dit tantôt, les trois premiers, ce sont les attributs d'instance, et le nombre dentistes, c'est l'attribut de classe. Alors, l'attribut d'instance, c'est un attribut qui est propre à chaque objet de la classe. Je prends un exemple tout simple. Si on crée par exemple, on crée par exemple deux dentistes. L'autre D1 et D2. Ça, c'est deux dentistes. Le nom du dentiste de D1, c'est par exemple Joël. Et le nom du dentiste D2, c'est par exemple Stéphane. Là, on constate que on a deux noms différents. Ça veut tout simplement dire que l'attribut nom est propre à chaque objet de la classe, tout simplement. OK, nous continuons. Alors, maintenant, pour expliquer la notion d'attribut de classe. Un attribut de classe, c'est tout simplement un attribut qui est propre à la classe. Ça veut dire que c'est un attribut qui va permettre d'avoir une information sur comment est-ce que la classe évolue en termes de création d'objets. On va comprendre ça un peu plus loin au niveau de l'implémentation. Alors, comment dans le code on fait cette distinction? C'est ça le plus important. Comment dans le code j'arrive à distinguer la différence entre un attribut d'instance et un attribut de classe? C'est très simple. Lorsque tu vois le mot-clé statique devant un attribut, ça veut tout simplement dire que c'est un attribut de classe, tout simplement. C'est un attribut qui est propre à la classe. Bien. Alors, on n'a pas terminé.
On a fini avec les données membres. Il nous reste maintenant les méthodes membres. Et c'est la même explication. On parle de méthodes membres, c'est tout simplement pour dire que toutes les méthodes appartiennent à la classe dentiste. Ce sont des membres de la classe dentiste. Maintenant, dans ces méthodes, on peut avoir deux types de méthodes. Comme d'habitude, on a les méthodes d'instance et les méthodes de classe. Généralement, lorsqu'on a une méthode de classe, c'est parce qu'il y a un attribut de classe. Parce qu'une méthode de classe va agir sur un attribut de classe, généralement. OK. Donc, l'idée, c'est de comprendre, de voir ces différentes méthodes. Alors, les méthodes, on les a données là. Alors, il faut bien faire attention à ce que je vais dire. Dentiste, on a un type de dentiste, on a affiché, on a static get nombre dentiste. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, vous pouvez déjà déterminer que static int get nombre dentiste, c'est une méthode de classe. On se rappelle dans le langage C ou dans le Python, toute fonction, toute méthode, parce que les méthodes, ce sont des fonctions, ont généralement cette petite signature avec la parenthèse, où on a les paramètres de la méthode. Alors, maintenant, à quoi correspondent ces deux premières méthodes? Alors, c'est très simple. La première méthode, c'est un constructeur. On ne parle pas réellement de méthode, on parle de méthode spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle ne retourne rien, même pas void. C'est la même chose avec un tilde dentiste. Lui, c'est le destructeur. Le but, c'est de détruire l'objet créé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter rapidement cela. Donc, on a vu, donc je vais mettre ça en rouge. On a dentiste, on a tilde dentiste, on a une méthode affichage, on a une méthode get nombre dentiste. Et on a vu qu'il y a statique devant, donc c'est une méthode de classe. OK. Et ça, ce sont les méthodes membres. Ce sont les méthodes membres de notre classe. Alors, avant d'aller dans le code, je vais expliquer plusieurs choses. Alors, attention, il y a des méthodes dans l'exercice qu'on n'a pas précisé que j'ai ajouté, notamment les getters et les setters. Et justement, ça va me permettre d'expliquer un concept du C++. Alors, le concept du C++ que je vais aborder ici, c'est le concept d'encapsulation. L'encapsulation, c'est quoi? L'encapsulation, c'est tout simplement le fait de comprendre qu'une classe est renfermée en elle-même. Ça veut dire que quoi? Toutes les informations, toutes les informations qu'on a dans la classe, on va mettre ça comme ça, on ne peut pas accéder à ces informations de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ces informations sont privées. Alors, l'objectif alors ici, pour accéder à ces informations, c'est d'avoir une personne spéciale dans la classe qui permet de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est le but des guetteurs. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que le nom, l'âge, l'expérience, le salaire et la variable staticGet nombre création, ce sont des attributs private. Alors, je viens d'expliquer un nouveau concept. C'est quoi private? C'est très simple. Ce que vous devez comprendre en C++, c'est que de base, les attributs sont privés pour respecter le principe d'encapsulation. C'est-à-dire que quoi? Pour tout simplement dire que tout ce qui est à l'intérieur va rester à l'intérieur et on ne peut pas accéder à cela si on ne fait pas partie de l'intérieur. C'est tout. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on a trois types de visibilité. On a trois types de visibilité. On a la visibilité private, on a la visibilité public et on a la visibilité protected. C'est en anglais. OK. Private, comme j'ai expliqué, c'est pour dire que quoi? Tout ce qui est ici à l'intérieur reste à l'intérieur. Si tu veux accéder à cela, tu dois faire partie de l'intérieur. Tu ne peux pas être à l'extérieur et tu veux accéder à quelque chose à l'intérieur. C'est impossible. OK. Public, ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que, OK, c'est public. C'est comme, par exemple, vous venez, vous déposez votre stylo sur le banc en salle. Sur le banc, voilà, au sol, en salle. Voilà. Le bic est public parce que tout le monde va passer et va le voir. C'est un peu ça. Maintenant, protected, généralement, je dis ceci pour protected, c'est généralement dans le cas de l'héritage. C'est un peu plus compliqué, mais c'est généralement dans le cas de l'héritage. Donc, l'idée, c'est que en C++, il y a un autre concept qui est l'héritage que je ne vais pas trop m'attarder dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment ce concept-là dans cet exercice. Mais l'idée, c'est que on a une mère, on a une classe mère qui va donner, on a une classe mère, on a une classe fille. Et l'idée, c'est que la classe fille va essayer de récupérer ou avoir des informations, des attributs de la classe mère. OK.
Donc, je ne vais pas trop entrer en profondeur. Bon, généralement, je dis que le protect-text, c'est plus pour le cas de l'héritage, mais pas forcément. OK. Bien. On continue avec la visibilité private. Alors, si vous avez bien compris, tous les attributs sont private et tous les méthodes sont publiques. Alors, pourquoi tous les méthodes sont publiques? C'est simple. Si les attributs sont enfermés entre elles et qu'on ne peut pas accéder à ces attributs, bah, il nous faut quelque chose pour pouvoir accéder à ces attributs. Je vais prendre l'exemple, comme je vous ai dit, que j'ai ajouté des méthodes. Par exemple, le nom ici, là, le nom, il est privé. Maintenant, supposons que je crée un dentiste D1 et que je veux accéder au nom. Comment je fais? Comment je fais? C'est ça la question. Alors, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un getter, get nom, qui va permettre de récupérer l'attribut privé. Maintenant, le getter là, ce que on doit comprendre, c'est que le getter là, il est public. Il est public, pourquoi? Parce que il faut qu'une personne qui est de l'extérieur puisse accéder au nom. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment lui, qui est public, il fait pour accéder à une variable privée. C'est simple, c'est parce que actuellement, si vous avez bien constaté mon schéma, actuellement, lui-même, il fait partie de la classe. Et c'est comme j'ai dit, le principe ici est simple, c'est que pour accéder à un attribut privé, il faut une personne de la classe qui peut accéder à l'attribut privé et faire le lien avec le monde extérieur. C'est un peu ça le rôle des getters. Maintenant, pour les constructeurs, le constructeur, on va voir que le constructeur, son but est de construire l'objet, de matérialiser l'objet en question. Forcément, tu ne peux pas mettre ton constructeur private. Si tu mets ton constructeur private, alors tu ne peux rien construire. La classe reste comme ça. Pas de construction, rien, rien, rien. Et c'est la même chose pour le destructeur. Si tu mets ton destructeur private, euh, tu ne peux pas détruire l'objet que tu as construit. OK. Maintenant, au niveau de l'affichage, l'affichage, c'est la même chose. Si tu vas afficher les informations, si tu vas afficher tes informations, OK, tu ne peux pas bloquer le fait de pouvoir afficher ces informations. Donc, l'idée au moins, c'est qu'une personne qui est de l'extérieur puisse afficher les informations qui sont présentes dans la classe. OK, donc c'est un peu ça le principe de l'encapsulation. C'est l'un des concepts de la programmation orientée objet qu'on va voir avec la notion de classe et objet. Donc, un autre concept, c'est la notion de classe et objet. Alors, une classe, c'est tout simplement un modèle. Ça, c'est une classe. Ça, c'est la classe dentiste. La classe, c'est tout simplement un modèle qu'on va définir. Et c'est sur ce modèle qu'on va pouvoir représenter des objets. Ne vous inquiétez pas, dans la suite, on va essayer de mieux comprendre cela. Donc, l'idée, c'était de façon schématique de vous expliquer un peu comment est-ce que cela fonctionne. Alors, on passe maintenant au code. Bien. Le code n'est pas si compliqué que ça. OK? C'est assez simple. Donc, premièrement, au départ, on avait ceci. Donc, c'était généré automatiquement lorsqu'on a créé notre fichier. On avait un truc comme ceci. J'ai retiré les include, voilà. Donc, quand on a créé notre fichier, on avait ceci. Ensuite, j'ai ajouté ceci. Alors, on y va pas à pas. Comment créer une classe? Premièrement, on utilise le mot-clé classe. Je vais revenir sur ce qui est ici en haut. Donc, je suppose que je retire d'abord ça. Vous essayez de comprendre. On commence par créer le mot-clé classe. Donc, je vais un peu dire cela. Je voulais un peu agrandir, mais bon, ça ne dérange pas. Bon, vous essayez de faire l'effort de regarder cela. Alors, comme je disais tantôt, une classe est caractérisée par quoi? Le mot-clé classe. Là, ça nous permet de définir effectivement qu'on veut créer une classe. Ensuite, le nom de notre classe doit commencer par une lettre majuscule et on veut représenter la classe dentiste. Bien. Ensuite, comme on a vu, on a des attributs private. On a le nom qui est un string. OK? Un string, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que comparé au langage C, en C++, on a la possibilité de matérialiser une chaîne de caractères, un peu comme en Java. Maintenant, on sait que cette chaîne de caractères qu'on matérialise, en fait, c'est un objet encore. Donc, c'est un petit peu ça. Alors,
C'est un objet de la classe string. Donc ici, c'est ce qu'on essaie de représenter ici. Donc on essaie de représenter nom qui est un objet de la classe string. OK, pour matérialiser les chaînes de caractères. Ensuite, on a dit que l'âge, c'est un entier, l'expérience, un entier, le salaire, c'est un double. Et ici, on a notre attribut d'instance qui est, pardon, un autre attribut de classe qui est nombre dentistes. Donc, les les quatre premiers attributs, comme on a vu dans le schéma, ce sont des attributs d'instance. Ce sont des attributs qui sont propres à chaque objet que l'on va créer. Maintenant, ce qu'on a ici, ce sont des attributs de classe. Et on a vu comment faire la distinction entre un attribut de classe et un attribut d'instance. C'est très simple. Pour faire cette distinction, on voit juste avec le mot-clé statique. Bien. Maintenant, on passe à nos méthodes qui sont publiques. Alors, les méthodes, la première méthode, on a le constructeur. Comme j'ai dit tantôt, le but du constructeur est de construire l'objet. Nous, on veut créer un dentiste. Nous, on veut construire un dentiste. Donc, du coup, notre constructeur va prendre toutes les informations nécessaires pour construire un dentiste, notamment le nom, l'âge, l'expérience et le salaire. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi il ne prend pas le nombre de dentistes? Je vais expliquer le rôle de nombre de dentistes plus tard. Bien. Ensuite, on continue avec le destructeur. Le but du destructeur est simple, détruire ce que le constructeur a créé. On va voir cela lorsqu'on va exécuter notre programme. Ensuite, on continue avec ce qu'on appelle les getters et les setters. J'ai un peu expliqué ce que ça signifie. J'ai dit ceci, pour accéder à des attributs qui sont privés depuis l'extérieur de la classe, il nous faut des méthodes qui sont à l'intérieur de la classe. Et ces méthodes sont des méthodes spéciales. Ce sont des méthodes que le compilateur reconnaît. Et elles ont une signature bien particulière. Ces méthodes, ce sont des getters et des setters. On parle souvent d'accesseurs en consultation et accesseurs en modification. L'idée est simple. Les getters sont là pour pouvoir récupérer la valeur d'un attribut privé et donner ça au monde extérieur. Et les setters sont là pour récupérer quelque chose du monde extérieur pour mettre ça dans le monde intérieur, c'est-à-dire mettre ça à l'intérieur de la classe. C'est pas si compliqué. Maintenant, essayons d'observer un peu la syntaxe d'écriture. Alors, la syntaxe est très simple. Par exemple, on veut, ce qu'on veut, c'est modifier, par exemple, accéder au nom. Accéder au nom. Pour accéder au nom, donc je vais remettre là. OK. Pour accéder au nom, je commence d'abord. Le nom a quel type? Son type, c'est string. Donc, je mets string là. OK. OK. Ça, ce sera le type de retour de ma méthode getter. Ensuite, je mets le mot-clé get, comme ceci, et je regarde. Je vois le nom de mon attribut. Le nom de mon attribut, c'est nom. Ce que je vais faire, c'est juste que après le mot-clé get, je mets la première lettre de ma variable en majuscule. Donc, comme ceci. Et je continue le reste. Après, je mets les parenthèses. Un getter ne prend rien en paramètre. Lui, son but, c'est de récupérer, comme j'ai dit, la valeur d'un attribut privé de la classe et venir donner ça au monde extérieur. Bien, voilà le getter de nom. Ensuite, on passe au setter de nom. Alors, le setter de nom, c'est pas si compliqué que ça. Le but du setter, c'est de prendre une valeur de l'extérieur et de venir mettre ça à l'intérieur de la classe. Alors, le setter n'a pas de type le type de retour du setter, c'est un void. OK? Maintenant, on commence par le mot-clé set et je pars regarder le nom de ma variable. Je prends le premier caractère, je mets en majuscule. Non. Observez que le compilateur reconnaît directement le mot-clé set. OK. Non. Ensuite, maintenant, le nom est de quel type? String. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre new nom pour dire que je vais tout simplement donner un nouveau nom à mon nom qui était mon nom précédent en fait. OK. Donc voilà le setter qui représente le nom et vous avez les différents setters pour l'âge, l'expérience, le salaire. Alors, continuons avec nos méthodes. La prochaine méthode, c'est une méthode pour afficher les informations. Alors, ici, c'est pas si compliqué que ça. Nous, on veut après afficher les informations sur un dentiste, c'est-à-dire son nom, son âge, son expérience, son salaire.
Ensuite, on a la méthode get nombre dentistes. Alors, cette méthode, c'est un getter, voilà, on a le mot-clé get. Maintenant, étant donné qu'on veut faire un getter sur, puisque ça, c'est un attribut déjà de 1, c'est un attribut private et c'est un attribut de classe. Ça veut dire que l'accesseur en consultation ou en modification doit aussi être doit aussi être une méthode statique, c'est-à-dire une méthode de classe. Maintenant, pourquoi est-ce que l'on fait juste un getter sur nombre dentistes? Expliquons réellement le but de la variable nombre dentistes. Pour ce faire, on va faire avec un petit chemin. Alors, c'est très simple. Alors, dites-vous que, comme j'ai dit tantôt, une classe est tout simplement... alors, on y va. Alors, on a la classe dentiste. Je vais, je vais juste m'attarder à le champ nom, OK, et le champ nombre dentiste que je vais appeler ND. OK, je m'intéresse juste à ça pour que ça soit pas très long. OK, ça, c'est ma classe dentiste. Ça, c'est ma classe dentiste. C'est le modèle. C'est ma classe dentiste. C'est le modèle ici, en fait. Alors, l'idée, c'est que je veux représenter des objets de la classe dentiste. Alors, ici, le nom est vide. C'est le modèle. Je ne connais pas au départ ou au préalable le nom. C'est le modèle. Maintenant, attention. Au niveau du nombre de dentistes, c'est 0. Le nombre de dentistes, c'est... Voyez un peu le nombre de dentistes comme le nombre de... comme un compteur qui compte le nombre d'objets créés. OK. Ça veut dire que quoi? Si je crée un objet, c'est-à-dire, je vais l'appeler D1, OK? Alors, le nom, par exemple, c'est Joël, OK? Il a d'autres informations et maintenant, ce que nous, on va comprendre, c'est que quoi? Comme je viens de créer un nouvel objet de type dentiste, voilà, le nombre de dentistes va passer de 0 à 0, toujours à 0, ici, là. Donc ici, on va dire que c'est l'identifiant 0. C'est comme un ID, identifiant 0. Maintenant, comme ici, il va prendre l'identifiant 0, ici, dans nombre dentistes, ce qui va se passer, c'est que on ne va plus avoir 0 ici, mais on va avoir 1. Je vais créer un autre objet, vous allez mieux comprendre. Créons le deuxième objet. Alors bien, voici le deuxième objet, D2. C'est un autre dentiste. Le nom, par exemple, c'est Jean. OK. J'ai plein d'informations et après, j'ai NB. Le NB ici, c'est 1. Alors, si vous avez bien compris, dans le constructeur, chaque fois qu'on va construire, donc dans le constructeur, chaque fois qu'on va construire un objet, il va incrémenter la valeur ND. Avant d'incrémenter la valeur ND, OK, avant d'incrémenter la valeur ND, alors il faut faire très attention. Au départ, alors il faut faire très attention sur la façon de faire cela. Alors, je regarde, est-ce que au départ, est-ce qu'on a un attribut qui permet d'avoir, non, on n'a pas d'attribut qui permet d'avoir, on n'a pas d'attribut qui permet d'avoir, un identifiant unique. Donc l'idée, c'est que quoi? À chaque constructeur, chaque fois qu'on va appliquer un constructeur, donc attendez, j'essaie de bien expliquer cette notion encore. OK? OK. Donc, comme j'ai dit, au départ, ND vaut 0. Quand j'applique mon constructeur, ND passe à 1, ici. Ça, c'est en fait l'algorithme que l'on va implémenter qui va nous dire cela. Ce que j'avais fait précédemment, c'est si par exemple, on avait pour chaque dentiste un numéro d'immatriculation ou un identifiant. ND devait passer à 0. C'est la même chose ici là. Quand ND passe à 1 ici, c'est l'identifiant en gros de D1 en gros. C'est juste pour dire que on vient de créer un objet. Maintenant ici, il n'y a plus 0, il y a maintenant 1. Maintenant, quand je crée un nouvel objet D2, ici, ça passe à 2. Et si ça passe à 2 ici, ici, on a 2. Alors, de peur que ça soit un peu confus, je vais revenir au niveau du code pour expliquer cela. Revenons au niveau du code. Alors, pour expliquer ces notions, on doit finir avec le fichier d'en-tête. Mais avant de finir avec le fichier d'en-tête, il y a plusieurs informations que je vais réexpliquer. Alors, j'ai
eu à supprimer ces 3 lignes et je vais expliquer rapidement le but de ces 3 lignes. Alors, le but du IOStream, c'est tout simplement parce que nous, on va utiliser une méthode d'affichage et dans cette méthode d'affichage, on va utiliser les cout et cin. Mais je peux me priver de cela ici. J'ai envie d'avoir un code vraiment cohérent pour cette partie-ci. Alors, donc, au niveau des inclusions, je vais juste garder ces 2 inclusions. Je m'explique. Je garde l'inclusion string parce que je vais utiliser un objet de la classe string. Et std, c'est pour éviter de faire ceci. C'est l'espace de nom, c'est pour éviter de faire chaque fois std 4 points comme ceci là. Donc, le simple fait de mettre du using namespace std me permet de travailler simplement et normalement. OK. Maintenant, on a fini avec le fichier d'entête. Et vous voyez qu'il n'était pas si compliqué que ça. N'oublions pas le indiff. OK. Ensuite, on passe maintenant au fichier d'implémentation. OK. Dans le fichier d'implémentation, on va commencer avec l'attribut de classe. L'attribut de classe dentiste. Alors, dans cet attribut de classe, vous avez vu, comme dans le schéma que j'expliquais, on commence par initialiser le nombre de dentistes à 0. Ensuite, voici où ça devient intéressant et voici où tout se passe. Et c'est comme j'ai dit, ça dépend vraiment de l'algorithme que l'on va mettre en place. Ici, on veut construire un dentiste à partir du nom, de l'âge, de l'expérience et du salaire. C'est-à-dire que ce sont des informations que l'on va récupérer du monde extérieur, que l'on va venir introduire dans la classe et on va pouvoir on va pouvoir construire la classe avec ces informations-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, nous allons prendre un truc comme ceci, dentiste. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Pour vous essayer de bien comprendre. Alors, désolé si la vidéo est assez longue, mais le but, comme je dis chaque fois, c'est de bien comprendre. Si elle peut être du même 1 heure et qu'elle peut bien expliquer ces notions de C++, il n'y a pas de souci. Alors, un dentiste est caractérisé par son nom. C'est un truc vide comme ça. Son âge. Truc vide comme ça. Son expérience. Son salaire. Ensuite, elle est caractérisée par nombre dentistes que je vais appeler NBD. OK. Je vais laisser ça comme ça. Au départ, on n'a rien dans ces informations-ci là. On n'a rien dans les différents champs-ci. OK, on n'a rien dans les différents champs-ci. Mais ici, on a 0. Pourquoi? Parce que cet attribut est propre à la classe. Cet attribut est propre à la classe. Donc, on peut avoir une information ici à l'intérieur, mais pas ici. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Si on revient au niveau du code, lorsqu'on dit dentiste, là, on donne les informations ici. Je vais expliquer comment ça se passe avant d'expliquer la syntaxe. Alors, ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que on dit dentiste, on donne par exemple Joël, âge 50, expérience 2, salaire 5000, salaire 5000 et on a ça. Et vous voyez bien que j'ai respecté le nombre de paramètres au niveau de mon constructeur. Alors, quand je donne ces informations à mon constructeur va créer ce qu'on appelle un objet, l'instance d'une classe. L'objet que je vais appeler ici 10. Je vais expliquer après ce que c'est que 10. Alors, ce qui se passe, c'est que quoi? Quand on fait 10 flèches, il va accéder. Puisque ce que vous devez comprendre, d'abord, alors je vais d'abord effacer ça. OK, je laisse d'abord ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que dès qu'on fait d'abord dentiste, paramètres, en fait, ça crée déjà un espace mémoire avec les mêmes informations que le modèle. C'est-à-dire, ça crée le nom avec un espace mémoire, ça crée l'âge avec un espace mémoire, ça crée l'expérience avec un espace mémoire. Et le but, c'est de remplir. Donc, je reviens alors ici. L'idée, c'est de bien comprendre ça. Je reviens alors ici. Quand je reviens ici, là, maintenant, quand je fais dentiste, seulement avec les parenthèses, ça crée déjà un objet, OK? Ici, on va parler d'objet courant. Donc, je vais mettre 10, OK? 10 représente l'objet courant. OK. Donc, j'ai le nom ici, là. Je rappelle que l'instance, c'est le représentant d'une classe. Il se sert du modèle. Le modèle ici, c'est quoi? Dentiste. Donc, il va calquer tout le modèle, c'est-à-dire toute la constitution, la fiche
de dentiste. C'est-à-dire que quoi? Dentiste, il va se dire, OK, dentiste, mon père, on va dire ça comme ça, est caractérisé par quoi? On a quoi? On a le nom, il y a un espace nom, il y a un espace pour l'âge, il y a un espace pour l'expérience, il y a un espace pour le salaire, il y a un espace pour le nombre NBD. Voilà. OK. Ensuite, on a des méthodes. C'est pas parce que j'ai pas mis, il y a les méthodes aussi qui suivent ici en bas. OK. Mais je vais m'intéresser juste aux attributs parce que c'est ça un peu le plus important. OK. Alors, on commence. Quand je fais ça, comme j'ai dit, c'est l'objet courant. OK. Donc, quand je fais 10 flèches, c'est pour accéder à l'attribut nom. Et quand j'accède à l'attribut nom, je porte les informations que j'ai prises de l'extérieur et je viens insérer ça dans la classe. Donc, c'est ici, je mets Joël, tout simplement. C'est la même chose. Je prends l'âge, je mets ça. Quand je fais 10 flèches âge, je prends l'âge et je mets là. Même chose avec l'expérience, même chose avec l'expérience, même chose avec le salaire. Maintenant, au niveau du NBD, alors, la logique ici dit que quoi? Chaque fois que tu vas créer un objet, n'est-ce pas? Le nombre de dentistes va être incrémenté de 1 pour spécifier que, ah, ok, tu viens de créer une nouvelle instance de dentiste, un nouvel objet. C'est tout simplement ça. Donc ici, là, nombre de dentistes va passer à 1. Si on revient sur le code, vous allez voir que c'est tout simplement tout ce que je suis en train de dire. On voit, on dit 10 flèches non pour accéder à l'attribut. Parce qu'actuellement, on est en train de définir notre objet. Donc, 10 représente l'objet. On fait 10 flèches non pour accéder à l'attribut de notre objet et on lui donne le nom qui vient de l'extérieur. Même chose avec l'âge, l'expérience et le salaire. Maintenant, au niveau du nombre dentistes, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire nombre dentistes plus plus pour incrémenter le nombre total de dentistes. Pour dire que, OK, on vient de créer un nouveau dentiste et on doit incrémenter de 1. C'est tout simplement ça. OK, si vous avez bien compris ça, on va maintenant expliquer la syntaxe. Alors, ça, j'étais en train d'expliquer au niveau de cette partie-ci. Juste ça. J'expliquais ça. J'expliquais en gros la méthode, le constructeur. Le constructeur, c'est une méthode spéciale qui a pour but de construire l'objet. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? C'est que pour accéder à ce constructeur, on a besoin de préciser au compilateur que la méthode spéciale, c'est-à-dire le constructeur dentiste, c'est un constructeur de la classe dentiste. Et pour ce faire, on a besoin de l'opérateur de résolution de portée, 4 points. En fait, le but ici, c'est tout simplement de dire que la méthode dentiste-ci, bah, c'est une méthode qui provient de la classe dentiste, tout simplement. C'est le but de l'opérateur de résolution de portée. Dit que la méthode-ci provient de la classe. OK. Bien, on a fini avec le constructeur. Maintenant, on s'intéresse au destructeur. Alors, le destructeur, lui, son but, c'est de détruire l'objet. Mais ici, nous, quand on va détruire l'objet, on va décrémenter le nombre de dentistes. Nous, quand on va détruire l'objet, on va décrémenter le nombre de dentistes. Donc ici, on précise avec on précise ici avec un petit message que dentiste, on précise le nom et on dit qu'il a été supprimé. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que la destruction de l'objet est faite automatiquement par le compilateur. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir détruire, OK? Non, c'est le compilateur qui va se charger de détruire l'objet que nous avons créé. Nous, ce qu'on fait juste, c'est redéfinir le comportement de la méthode spéciale du destructeur. Quand je dis redéfinir le comportement, c'est tout simplement ajouter quelque chose de supplémentaire. Et le quelque chose de supplémentaire, c'est d'afficher le nom du dentiste qui a été supprimé et aussi de diminuer le nombre de dentistes, c'est-à-dire le nombre de créations de dentistes, qui est nombre dentiste. C'est tout simplement ça. Maintenant, on va s'intéresser au getter et au setter. Alors, le getter ici, sur l'âge, comme je vous ai dit, le but du getter, c'est tout simplement de retourner l'attribut privé. Donc, voici la syntaxe du getter. Ici, le getter pour l'âge, il va retourner l'attribut privé. Alors, on va faire le getter pour le nom. OK? Alors, c'est très simple. Le nom a quel type? String. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre get nom. OK? Et qu'est-ce que je fais? Je fais juste return non. Point virgule.
C'est tout. Il y a rien de compliqué. Dans le getter, il n'est pas si compliqué que ça. Alors, donc là, j'ai fait le getter de nom. OK. Voici le getter de âge et voici le setter de âge. Alors, le setter de âge, le but, c'est de faire quoi? Le but, c'est que je prends l'âge de l'extérieur et je viens introduire ça dans l'âge de l'objet courant, c'est-à-dire à l'intérieur de ma classe. C'est pour ça que vous voyez une différence. On a âge qui est le nom. Et c'est là où il faut faire très attention. Tout ce qui est germant de ce côté-ci, là, ce sont des attributs de la classe. Ce sont les attributs de la classe. Bon, quand je dis les attributs de la classe, ce sont les données membres. Parce que je peux dire attributs de la classe, vous confondez avec des attributs statiques. Ce sont des données membres. Donc, pour faire la distinction entre ce qu'on va prendre de l'extérieur et ce qu'on va mettre au niveau des données membres, on met un new age, juste un nom pour changer, pour expliquer que, OK, ça, c'est ce que tu vas, de nouveau que tu vas prendre et que tu vas venir mettre dans l'attribut, dans l'attribut membre de la classe. OK. La même chose avec expérience, c'est la même chose avec salaire, c'est la même chose avec ouais, salaire et tout. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Comme je dis encore, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir la bonne méthode, savoir bien comment les choses s'agencent. Bien, on passe maintenant à la méthode dentiste, la méthode d'affichage dentiste. Alors, ici, il y a un petit truc que j'ai oublié. Voilà, je comptais le faire et profiter heu, pour expliquer un truc. Alors, lorsqu'on déclare ici, ce qu'on a fait ici, c'est quoi? Ici, nous sommes venus et nous avons déclaré le comportement des guetteurs. Maintenant, on doit toujours mettre l'opérateur de résolution de portée. Maintenant, comment on le fait? Parce qu'au niveau des constructeurs et des destructeurs, on a juste mis ça, OK, devant la méthode. Voilà. Maintenant, ici, là, quand on a une méthode qui retourne quelque chose, en fait, c'est ça. Quand tu as une méthode qui retourne quelque chose, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu mets l'opérateur de résolution portée, le nom de ta classe, entre le nom de la méthode et son type de retour. C'est tout simplement ça. Voilà ça. Le nom de la méthode et son type de retour. Le nom de la méthode et son type de retour. Le nom de la méthode et son type de retour. Le nom de la méthode et son type de retour. Même chose ici. Le nom de la méthode et son type de retour. Le nom de la méthode et son type de retour. Bien. Donc, nous sommes tout bons. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour euh, implémenter les getters et les setters, c'est-à-dire en fait pour implémenter toutes les méthodes de notre classe. Alors, c'est la même chose qu'on a eu à faire ici. Pour la méthode affichage info, c'est une méthode qui retourne rien, void. Alors, on place l'opérateur de résolution importé pour dire que la méthode afficher info provient de la classe dentiste, tout simplement. OK, donc au niveau de la méthode afficher info, on va juste afficher les informations concernant le nom, l'âge, l'expérience et le salaire d'un dentiste. Alors, pour cela, on utilise la méthode, on va utiliser cout, OK? On va utiliser cout, c'est-à-dire le flux de sortie qui va nous permettre de pouvoir afficher au niveau de l'écran cette chaîne de caractères. OK, comparé avec le langage C qui imprimait une chaîne de caractères au niveau de l'écran, nous ici on va utiliser des flux. Alors, si on utilise le cout, si on utilise cout, forcément on va inclure une bibliothèque. Donc je vais d'abord laisser ça, d'abord, et je vais d'abord finir avec la méthode int get nombre dentiste. Alors, c'est la même chose au niveau de int get nombre dentiste. Alors, c'est très simple, c'est toujours la même chose. Donc, l'idée ici, c'est de retourner le nombre de dentistes. Alors, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi, et j'avais dit que je devais mieux expliquer ça, pourquoi il n'y a pas de setter au niveau de get nombre dentiste. Parce que si je reprends encore mon chemin, alors, je vous pose la question. Si à un moment donné, vous donnez la possibilité à une personne de pouvoir modifier le nombre de créations de vos dentistes, ça veut dire que vous n'aurez pas de traces pour savoir que, OK, je viens de créer 2 dentistes, ou j'ai créé 4 dentistes, ou j'ai créé 5 dentistes. Vous n'aurez pas la possibilité là. Vous n'aurez pas cette possibilité-là. C'est pour ça que quand vous traitez un exercice, il faut comprendre aussi la logique de l'exercice. Ici, get nombre dentistes, on ne peut qu'avoir, ici pour la variable statique nombre dentistes, on ne peut qu'avoir
uniquement un accesseur en consultation et non en modification. C'est un peu comme, par exemple, vous disposez de votre CNI. Voyez un peu nombre dentistes comme la CNI d'un dentiste, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Est-ce qu'on peut modifier la carte nationale d'identité d'un dentiste? Non. Pourquoi? Parce qu'on risque de se retrouver avec deux dentistes qui possèdent la même carte nationale d'identité. Ou dans notre cas-ci là, on risque de se retrouver avec deux dentistes qui possèdent le nombre de dentistes identiques. OK. Le nombre de dentistes ici, c'est comme un identifiant. Bien, on continue avec notre parcours du fichier d'implémentation. Alors, ce que je n'ai pas dit, où j'ai directement plongé dans le code, c'est que en C++, pour faire la liaison entre le fichier, pour faire la liaison entre le fichier dentette.h et le fichier, dans le fichier dentiste.h et le fichier dentiste.cpp, on doit inclure le fichier dentiste.h dans le fichier dentiste.cpp. Et pour ce faire, c'est très facile. On vient juste là, et c'est la première ligne de notre code. C'est de dire #include dentiste.h, tout simplement. Maintenant, dans notre code, on a vu qu'on utilisait un cout. Alors, pour ce faire, on va inclure une bibliothèque qui va nous permettre de pouvoir manipuler l'objet cout. Parce que cout, c'est un objet comparé au printf, au scanf qu'on avait en langage C, qui étaient des fonctions. Ici, on matérialise plus des objets. Alors, n'oublions pas que le C++ est orienté objet. OK. Si vous voulez une vidéo pour expliquer un peu cette notion de orienté objet, je serais pas contre de le faire. Alors, IOStream, ok. Donc, c'est le IOStream qui me permet d'utiliser l'objet cout qui me permet d'afficher les informations à l'écran, une chaîne de caractères à l'écran de l'ordinateur. Et pour récupérer quelque chose à l'écran de l'ordinateur, j'utilise le cin. Bien. Alors, on va continuer avec le fichier d'implémentation, main.cpp. Alors, pour ce faire, je ne vais pas trop me compliquer la vie. Je vais directement prendre un truc préconçu que j'ai déjà eu à faire au niveau du fichier main.cpp. OK? Donc, la prochaine étape est simple. Alors, je reviens encore là. J'ai fini de créer mon fichier dentiste.h, c'est OK. Ici, on avait vu que ici, on va faire une déclaration, c'est-à-dire donner le type des variables des données membres et préciser la signature des méthodes. Ensuite, ici, on va venir, on va initialiser les variables, notre variable statique qui était nombre de dentistes. Ensuite, donner corps aux différentes méthodes. Ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement le main.cpp. C'est notre fichier test. Et le but, c'est de porter tout ça et de mettre ici. C'est pour ça que je disais que ça respecte, ce qu'on fait ici va respecter un pattern que je vais appeler la DDT. La déclaration, la définition et le texte. Et c'est ce qu'on va finir, on va conclure avec cela. Alors, on y va. Alors, vous voyez que le fichier main.cpp, automatiquement, quand vous créez un projet, qu'on a créé le projet dès le départ, il était déjà présent. Au départ, il a un code préconçu. Donc, l'idée, c'est qu'on va tout simplement mettre ce code-ci. Alors, la première ligne, ici, c'est d'inclure le fichier dentiste.cpp. CPP, ok. Bon, on va, on va essayer de faire cela ensemble. On va voir si cela est correct. Ok, bien. Alors, je vais changer cela. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux dentistes. Je vais créer le dentiste docteur. Voilà. Joël. Et je vais créer le dentiste docteur Clinton. Et ici, je vais donner les informations. Notamment, ici, on avait dit qu'un dentiste était caractérisé par quoi? Je regarde encore le constructeur. OK, l'âge, l'expérience et le salaire. OK, c'est la même chose. Et après ici, qu'est-ce que je fais? J'affiche les informations du dentiste.
Après, j'affiche le nombre de dentistes créés. Donc ici, je vais ajouter encore un autre dentiste, CTRL-C. Alors ici, je vous montre la syntaxe de création d'un objet, OK? Donc je vais l'appeler, Stéphane, OK? Et je vais mettre, 35, 2 et je vais mettre, bon, beaucoup d'argent. OK, bien. Donc, l'idée, c'est que maintenant, on explique un peu la syntaxe. Alors, la syntaxe est simple. Je commence d'abord par, déjà, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, on se rappelle en langage C, par exemple, lorsqu'on voulait créer, par exemple, un entier, on disait quoi? On disait int a. C'était ça, non? On disait int a. OK, c'est la même chose qu'on a même utilisé ici. On veut créer l'âge, on a dit int âge. OK. Maintenant, si on veut créer un objet de type dentiste, on va dire d'abord dentiste, qui est le type. On va donner la variable D1 et on va appeler maintenant le constructeur. On va appeler le constructeur. Maintenant, ici, on a travaillé avec un constructeur à 4 arguments. C'était le seul constructeur. On a 3 types de constructeurs. On a le constructeur par défaut. On a le constructeur à argument et on a le constructeur de recopie. On va faire un exercice où on va parler de ces trois types de constructeurs. Constructeur sans argument, constructeur à un ou plusieurs arguments et constructeur de recopie. Donc concrètement, voici les différents types de constructeurs qu'on peut retrouver dans une classe en C++. Dans notre cas, on a utilisé un seul constructeur qui est le constructeur à 4 arguments qui construit l'objet avec les quatre informations de notre classe dentiste. Et ici, comme j'ai dit, on met les informations à l'intérieur et on met point virgule. C'est tout simplement ce qu'on a eu à faire ici là. Voilà les 3 dentistes que l'on a créés. Maintenant, comment on accède à une méthode? Pour accéder à une méthode de la classe, c'est très simple. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que j'avais juste écrit ici là. Une classe est caractérisée par des attributs, des données membres et pas des méthodes. On avait notamment la méthode afficher info. Et pour accéder à ces données membres et à la méthode afficher info, on utilise juste le point. Mais on ne peut pas utiliser le point ici. On ne peut pas accéder à nom, à âge et expérience directement dans le fichier min parce que ce sont des attributs privés. Très bien. OK, bien. Alors, on y va. Ici, on va alors tout simplement exécuter cela. OK, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors, get âge, on nous signale une erreur ici. Euh, alors, je suppose que je n'ai pas déclaré ça. Si on me signale une erreur, ça veut dire que j'ai tout. Ah là, la syntaxe, j'ai oublié le const. Bon, pour éviter ça, je vais mettre le const. Alors, je vais retirer le const. Alors, le const, c'est tout simplement dit que ce qui est à l'intérieur de la méthode ne va pas changer. Donc, on met const là, c'est juste pour dire que ce qui est à l'intérieur de la méthode ne va tout simplement pas changer. OK, on voit s'il y a encore d'autres erreurs. Pas d'erreur, tout est OK, tout est parfait. Bah, bon, vous voyez, on a quoi? On a, alors, il nous a pas affiché tous les dentistes. CTRL S, je vais encore réexécuter tout ça. OK, voilà. Alors, bien. Alors, on essaie de faire ça ensemble. Donc, ici, j'ai appelé la méthode affiche info sur le dentiste D1. Voici ça qu'il a affiché les informations sur le dentiste D1. Donc, en gros, il est venu là, il a accédé à la méthode afficher info de dentiste. OK. Ensuite, on a affiché le nombre total de dentistes, puisqu'on a créé 3 dentistes. On a affiché les informations de 2 dentistes. Et ici, on est venu, ici en bas, ce qui se passe, c'est que ici, on appelle le constructeur, le destructeur a été appelé de façon implicite par le compilateur, donc automatiquement par le compilateur pour détruire les objets qui ont été créés. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ajouter plusieurs informations pour essayer de vous montrer comment accéder. Par exemple, si je veux accéder, je vais accéder au nom, au nom du dentiste 2. Bon, 3. Je vais accéder au nom du dentiste 3. Alors, tout ce que je fais,
tout ce que je fais, c'est tout simplement, alors il y a une façon de faire, puisque là, j'ai pas expliqué ceci, je vais profiter pour revenir expliquer ça. Je fais D3, OK, point et regardez, vous voyez que le compilateur me propose différentes méthodes et ce que je veux, c'est accéder au nom. Je vais cliquer tout simplement là, c'est une méthode et OK, au nom du dentiste 3. Allez, on lance et on voit ce que ça nous propose et bah, voilà ça. Au nom du dentiste 3, on a docteur Stéphane, tout simplement. Alors, accéder je veux par exemple accéder à l'âge du dentiste 1, OK, au salaire, on va dire au salaire du dentiste 1, au salaire du dentiste 1, au salaire du dentiste 1, OK, je change juste ici et je mets D1. OK, je dois d'abord supprimer ceci, OK, et je lance. Voilà, ah, ah non, j'ai pas modifié la méthode, j'ai toujours mis get nom, alors ça devait être get salaire. Alors, je fais attention. Alors, je change juste, voilà, il me propose, attention, OK, quand je mets S, il me propose directement salaire et je dois ajouter les parenthèses. OK, bien. Là, vous voyez que j'ai accédé au salaire du dentiste D1 qui était effectivement de 5 000 francs. Bien, ensuite, je pense que vous pourrez vous amuser à tester toutes les méthodes. Je vous ai montré comment accéder à chaque méthode. Maintenant, je vais expliquer un peu ceci. Alors, ceci, c'est très simple. Nous, ce qu'on dit ici, c'est que quoi? On dit que, étant donné que la méthode nombre dentiste, c'est une méthode de classe, ça veut dire qu'elle appartient à la classe. Get nombre dentiste appartient à la classe. Et comme elle appartient à la classe, je peux juste préciser avec l'opérateur de résolution de portée que donne-moi la valeur de get nombre dentiste. Get nombre dentiste n'est pas propre à une instance. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne peux pas faire d1.getNombreDentiste. GetNombreDentiste est propre à la classe parce que la classe, c'est le modèle. Et c'est sur ce modèle que l'on va créer des objets. Donc, elle connaît le nombre d'enfants qu'elle a eu à donner naissance. Donc, pour accéder à ces différents enfants, on précise avec l'opérateur de résolution de portée que la méthode de getNombreDentiste provient de la classe dentiste, tout simplement. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager si elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va essayer encore plus d'explorer le C++, les différents constructeurs, les méthodes un peu plus compliquées comme les fonctions amies. Et j'espère que cette vidéo a été instructive. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.